Notre invité, c'est Jonathan Angelov. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le petit nouveau de l'équipe de Qui veut être mon associé. Vous allez nous dévoiler un peu de ce qui se passe. Mais avant d'en arriver là, quand même, vous avez cofondé Aircall en 2014. Alors, vous avez un peu lâché la barre Aircall qui est spécialisée dans la téléphonie d'entreprise et aujourd'hui de plus en plus automatisée. Et vous êtes avant tout donc investisseur dans la tech. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée du moral en ce moment des entrepreneurs de la French Tech? Bah écoutez, en ce moment, le moral, il est quand même globalement au beau fixe. C'est très compliqué. C'est évidemment très ironique. Non, mais en gros, tous les entrepreneurs sont très inquiets de ce qui se passe. On commence à vriller un petit peu dans le pays où j'ai l'impression qu'on vire complètement dans un pays communiste et vraiment, je l'entends énormément autour de moi. Le sujet de la dette, c'est quelque chose qui inquiète tous les entrepreneurs. Donc, évidemment, on se dit on va se faire plus taxer alors que quand on est entrepreneur, on prend des risques. On prend des risques pour créer. Et puis moi, j'ai toujours fait le choix de créer des choses parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est une manière de faire évoluer aussi son pays, d'innover. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de tirer un peu les entrepreneurs vers le bas et ça crée vraiment une distorsion entre ce que l'État essaye de faire et ce que les entrepreneurs essayent de créer et de faire en innovant. Donc c'est un peu particulier, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui s'inquiètent. Moi, autour de moi, beaucoup de gens veulent partir de la France. C'est triste, moi, c'est pas mon cas parce que j'aime la France et j'ai créé beaucoup de choses en France, mais je vois beaucoup de gens brillants qui se posent la question. Et ça, c'est pas bon quand les personnes qui innovent dans le pays et qui sont censées créer de belles choses désirent partir le faire ailleurs. Donc c'est quoi? C'est la dette, c'est la taxation sur les holdings, c'est tout le débat autour de la taxe Zuckman. C'est ça qui fait aujourd'hui que les entrepreneurs français veulent partir? Je pense que c'est un mix de tout. Déjà, la dette, moi j'essaye toujours de dire, la dette, c'est pas un truc qui est grave si on la maîtrise bien. Parce que la dette, si on la met au profit d'innovation, au profit d'investissement, c'est pas un problème. Aujourd'hui, le problème de la dette, c'est qu'on la met au profit de prestations sociales, d'aides diverses et variées, du gouvernement qui a des millions de fonctionnaires. On ne la met pas au profit de l'innovation du pays. Dépenses de fonctionnement vs voilà. Dépenses d'investissement. D'investissement, c'est ça. Qui vont rapporter. Moi, je suis le premier à mettre en avant la dette. J'adore la dette. Je fais de l'immobilier. Dans l'immobilier, on fait que de la dette. Moi, j'ai 70% de mon patrimoine qui est dans de la dette aujourd'hui, voire même 80%. Je n'hésite pas à m'endetter. J'aime ça, la dette, notamment quand c'est pour investir. Sauf qu'aujourd'hui, notre dette, on ne s'en sert pas pour investir, on s'en sert pour rembourser de la dette, ce qui paraît quand même fou, et en plus pour alourdir encore le bateau. Parce que finalement, l'État, au lieu de se dire, on est dans une situation particulière, on a un problème de dette. On va baisser nos dépenses. C'est assez logique. Quand on est une entreprise et qu'on a des problèmes, qu'on a plus de croissance, le budget est un peu à la baisse, ben, qu'est-ce qu'on fait? On baisse nos dépenses. Et bien là, c'est pas ce qu'on fait. Là, on est en train d'essayer d'augmenter encore et toujours les impôts. En se disant, plus on augmentera les impôts, plus on comblera la dette. Mais des jeunes entrepreneurs comme vous doivent s'engager en politique à ce moment-là, puisque c'est plus de chefs d'entreprise qu'il faut. Non, mais moi, j'aime pas du tout la politique et je pense que je serais très mauvais pour la politique. Mais oui, je serais ravi, moi, et c'est un appel que je fais aux politiques, je serais ravi de créer un groupe d'entrepreneurs où on va vous rencontrer, on vous donne aussi notre avis, on vous dit ce qui se passe et on essaye peut-être de vous aider. Enfin, je ne dis pas que les entrepreneurs, on est des génies qui avons tout compris et qui allons régler tous les problèmes de l'État. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une logique qui est assez basique, qui est de dire quand on dépense trop, on réduit ses dépenses. Quand on dépense trop, on n'essaye pas de gagner plus, même si c'est une manière de le faire dans une entreprise. Mais dans le cadre d'un État, moi je trouve ça un petit peu destructif, notamment quand on se dit on augmente la charge de la dette, mais en fait, on ne crée pas de valeur en plus. Ouais. Et donc, on se retrouve dans une situation où, si on compare nos prélèvements obligatoires en France versus les États-Unis, par exemple, en France, on est à 46% de prélèvements obligatoires. Aux États-Unis, par exemple, on est à 25%. Donc, ça veut dire quand même une chose qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est-à-dire que pour 1 euro de richesse créée, l'État prélève la moitié pour décider, à elle de décider comment elle réalloue cet argent. Moi, je trouve ça un peu fou quand même de se dire, dès qu'on crée de la richesse, la moitié part dans les caisses de l'État. Je trouve ça bizarre. Donc, c'était bien utilisé encore. Donc, il fait plus bon d'être entrepreneur aujourd'hui en France, Jonathan Angelov?
Écoutez, je dis pas qu'il fait pas plus bon d'être entrepreneur parce que moi j'adore l'entrepreneuriat et je veux soutenir l'entrepreneuriat et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait Qui veut être mon associé et on pourra revenir derrière, mais il faut qu'on continue à entreprendre. Il faut qu'aussi on montre que la France a des talents, que la France a su créer par le passé. La France c'était une des plus grandes puissances mondiales. Alors on baisse chaque année, mais on peut revenir en avant. On a des ingénieurs formidables. Juste avant, il y avait la directrice de Polytechnique, je crois. Polytechnique, c'est la meilleure école d'ingénieurs du monde. C'est-à-dire qu'on parle toujours des Stanford et tout ça. Moi, j'ai eu l'habitude de côtoyer des ingénieurs et de l'IX et de Stanford. Je peux vous dire que c'est deux mondes. L'IX, ils sont bien au-dessus techniquement sur plein de sujets. Et en fait, on doit revaloriser ça. On doit être fier de ce que la France fait. Et donc, je pense que c'est hyper important qu'on continue d'entreprendre, qu'on continue d'innover. Et qu'on essaye de trouver des solutions un peu alternatives qui sont pour moi d'aller un petit peu cutter dans le budget de l'État versus aller chercher plus d'argent, à taxer plus. Et oui, la taxe sur les holdings, c'est évidemment une catastrophe. Moi, je ne suis même pas concerné parce que moi, mon argent est investi dans de l'immobilier qui est commercial, qui est, on dit, opérationnel. Donc, ça ne me concerne pas les hôtels, ça ne me concerne pas les opérations de marchand de biens, ça ne me concerne pas. Donc, je ne parle même pas pour moi, je parle juste pour l'intégralité des entrepreneurs qui, eux, se disent je vais partir en fait. Je suis entrepreneur, j'ai créé un peu de richesse en France, je vais partir. Est-ce que vous dites comme Éric Larchevêque aux jeunes, votre collègue dans Qui veut être mon associé, si vous pouvez quitter la France? Non, je ne veux pas dire ça, parce que si on commence à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Le pays va imploser. Et donc on va tuer notre propre pays. Et donc je trouverais ça dommage de commencer à scier ma propre branche en me disant quittons tous la France. Parce que je crois foncièrement dans les qualités humaines des Français, les qualités techniques des Français, notre capacité à innover. Et donc, je trouverais ça destructeur de faire ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'État doit réagir et doit se regarder dans un miroir. Le gouvernement doit se regarder dans un miroir et se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution, c'est d'aller tout le temps prendre plus de taxes, sachant qu'on est le pays le plus taxé au monde pratiquement, ou est-ce que la solution, c'est juste qu'on essaye de réduire un petit peu les dépenses et qu'on aille tailler dans des choses parfois un petit peu futiles qui ne servent pas au grand public? La semaine dernière, on a eu une bonne nouvelle en France quand certains attendaient que Gabriel Zucman reçoive le prix Nobel. C'est Philippe Aghion qui l'a eu et il est plutôt de votre côté. Lui, il soutient les innovateurs parce qu'il dit qu'en fait, il y a un très bon impact sur la croissance. Est-ce que ça vous redonne de l'espoir? Il y avait eu ce fameux d'ailleurs débat organisé par la French Tech entre Philippe Aghion et Gabriel Zucman. Ouais, j'ai vu le débat. C'était assez catastrophique quand je vois le niveau de connaissance de certains de nos politiques. Et ça m'a un petit peu inquiété. Maintenant, oui, c'est bien qu'il y ait des politiques qui commencent à s'élever là-dessus, mais je pense que ça ne va pas être suffisant. Il va falloir vraiment également que eux se mettent dans la peau des entrepreneurs, qui rentrent vraiment dans les entreprises, qui voient ce qui se passe et toute cette destruction de valeur qu'on est en train de créer. Il ne faut pas oublier quand même que quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi, mais on crée aussi de la valeur avec bien sûr. TVA. Avec plein de choses. Et si on arrive à faire ça, au lieu que les plus grosses entreprises de la tech du monde soient toutes aux États-Unis, qu'on en ait un petit peu en France. Et donc pour ça, il faut qu'on incentive les entrepreneurs. Il ne faut pas qu'on se dise je suis un entrepreneur, mais quel est mon intérêt de créer quelque chose en France? Pourquoi je ne vais pas, je dis n'importe quoi, en Italie, qui offre des aides pour les entrepreneurs? Il y a de plus en plus de gens qui veulent aller en Italie, des entrepreneurs. Je sais, parce que 200 000 € de taxation maximum, quel que soit le montant. Donc oui, les gens vont réfléchir à l'Italie. Il y en a qui réfléchissent à la Grèce, d'autres à l'Espagne, avec... Et donc on va partir, quoi. Il faut s'attendre à une fuite des entrepreneurs français? Écoutez, moi, dans mon entourage, en tout cas, ça se pose beaucoup la question. Et je l'ai déjà dit sur un plateau télé, je suis dans des groupes d'entrepreneurs avec des centaines d'entrepreneurs, des centaines. Et ils se partagent les tips pour partir. Il y a des tableaux avec où partir, quelle est la taxation la plus intéressante. La meilleure fiscalité. Moi, j'hallucine, quoi. J'hallucine qu'il y ait ça. Alors, je les comprends dans certains cas, mais dans d'autres cas, je me dis comment on peut en arriver là. Et puis la France, au lieu de réagir en se disant « Oh là, j'ai quand même un problème, j'ai les talents qui vont partir », on se dit « Ah ben, on va trouver une manière d'aller les chercher, même s'ils s'en vont. On va créer une exit tax hyper compliquée. »
Après, vous avez vu que voilà, la situation politique, elle est quand même très très compliquée. Donc, il faut aussi le gouvernement, je ne veux pas aller trop les défendre, mais ils jouent avec ça aussi. Enfin, ils jouent avec cette donne hyper instable. Donc, voilà, ils essayent au moins il y a une stabilité. Vaut mieux une stabilité que pas du tout. On a un double problème, c'est qu'on a une instabilité politique et on a une instabilité économique. Et donc, en fait, c'est sûr que si l'un ne va pas, en général, l'autre a un peu du mal. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut prendre une direction qui est une direction générale, pas une direction spécialement politique et économique. C'est les deux ensemble et se dire, on a un problème, il y a de la dette. Notre dette, elle est allouée comment? Ok, elle n'est pas allouée, à première vue, dans de la création de valeur. Sachant qu'une dette, si elle est allouée à la création de valeur, tout va bien se passer, quoi. On a beaucoup de patrimoine en France. On a un patrimoine énorme. L'État a du patrimoine. Bah, peut-être qu'il faut arbitrer un petit peu ce patrimoine. Peut-être qu'il faut réfléchir comment on gère nos entrées, mais également nos sorties. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que, déjà qu'on ait un gouvernement qui est un peu près stable, ça c'est la base, c'est un peu comme une entreprise, un gouvernement, finalement, si on change de PDG tous les mois, on a un problème, si on change de directeur technique pour parler de la tech, on a également un problème, c'est pareil, ou si dans l'immobilier on change d'architecte tous les mois, ça va pas. Donc là, il faut qu'on prenne les choses en main, et qu'ensuite, on ait un peu une vision long terme de notre dette, long terme des problématiques qu'on peut avoir actuellement dans la France, qui ne sont pas des problématiques catastrophiques qu'on ne peut pas régler, mais qu'on prenne une direction qui est de long terme, et pas une direction court terme qui est de dire, tiens, on va aller taxer là, ah bah on va aussi taxer là, et on va taxer là. Ça, mais la dette, c'est un problème souvent que mentionnent les élites, mais l'opinion, elle est plus embêtée par l'injustice fiscale, et c'est souvent ça qu'on met en avant, et c'est ça aussi qui empêche de créer de la valeur, c'est qu'effectivement, on va dire, quand vous avez réussi, on va vous prendre une grosse partie, et même quand vous n'êtes pas encore sûr d'avoir réussi, comme la taxe sur les holdings ou comme la taxe Zuckman, on va aussi vous prendre, parce qu'après tout, c'est mérité. C'est un peu le message. C'est triste. Si ces personnes, s'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, c'est triste, parce qu'en fait, il faut savoir qu'être entrepreneur, c'est prendre énormément de risques. Vous voyez, moi, je vais vous raconter rapidement mon histoire. Moi, je suis un gamin, j'ai grandi à l'aide sociale à l'enfance. J'avais rien pour réussir. Et la seule manière pour moi de m'en sortir et de me dire c'est possible, je ne vais pas être déterminé par mon passé, c'est de prendre en main mon futur et de me dire je vais créer, je vais prendre des risques. Et si la seule manière de s'en sortir finalement, ça a été de prendre des risques et qu'à la fin on nous dise mais attends, maintenant que tu as réussi, on va tout prendre, en fait les gens ne vont plus entreprendre. Et donc, il faut se rendre compte que quand on prend des risques en tant qu'entrepreneur, on prend aussi le risque de ne rien avoir à la fin. On n'a pas le droit au chômage, pas le droit à la retraite. Il y a plein de choses qu'un entrepreneur n'aura pas le droit. Et donc, oui, l'argent qu'il gagne, il l'a eu à la sueur de son front. Il n'a pas volé, il n'a pas triché, il a créé de l'emploi, il a fait des choses positives pour son pays. Alors pourquoi ça devrait être punitif pour lui? Pourquoi un entrepreneur, on veut le punir? Je veux dire, on paye déjà énormément d'impôts. Attendez, moi, si je prends mon exemple personnel, je peux le dire, quand j'étais encore chez Aircall et que j'étais salarié de ma propre société, j'avais un impôt au-delà de 45% sur la tranche élevée, sur la tranche marginale. On nous prend la moitié. Lorsqu'on fait de l'immobilier, on a l'IS. Après l'IS, c'est 25% l'IS, donc impôt sur la société, 25%. Ensuite, si on veut récupérer ça en dividende, c'est 30% de plus. Donc, il faut quand même voir, on est taxé, quoi. On ne triche pas. Et puis surtout, moi, j'aime bien regarder ailleurs avant de me regarder moi-même. Et donc, quand je regarde ailleurs, tout le monde est moins taxé dans les autres pays. Pourquoi la France, on a besoin de plus taxer? Qu'est-ce qui justifie que la France doit être plus taxée que les autres pays si on veut être un pays innovant? Moi, les personnes qui vont dire « Ah, mais c'est un scandale, les entrepreneurs s'en mettent dans plein les fouilles ». Déjà, c'est faux, si je vous rassure, un entrepreneur moyen ne s'en met pas plein les fouilles. Oui, il y a des extrêmes, oui, il y a des gens qui ont vachement bien réussi, et c'est très bien, mais pourquoi un entrepreneur en France devrait moins bien réussir qu'un entrepreneur ailleurs
sachant qu'il fait le même travail et il prend les mêmes risques qu'ailleurs. Question un peu, effectivement, philosophique. Bon, pour ceux qui veulent rester en France et qui prennent des risques, vous êtes jury de la nouvelle saison de Qui veut être mon associé. Bon, ça va vous permettre justement aussi de jouer un rôle dans l'entrepreneuriat en France. Mais alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, est-ce que vous retrouvez des projets complètement farfelus au début, avant la première sélection? Ouais, qu'est-ce qu'on voit en fait? En fait, ce qui est intéressant déjà, c'est pourquoi j'ai décidé d'y aller. C'est parce que moi, avant tout, et je le dis depuis tout à l'heure, je veux soutenir les entrepreneurs, je veux soutenir la création. On est dans le pays le plus taxé au monde et je veux soutenir les gens qui veulent se bouger, les gens qui veulent prendre des risques, qui veulent innover. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que je crois dans le fait qu'on peut créer de la valeur, qu'on peut créer de la richesse par le travail dur et en prenant des risques et en innovant. Et donc, quand je suis allé dans Qui veut être mon associé, ça ne va pas être les boîtes habituelles que je côtoie, qui sont les boîtes de la tech, très avancées, des produits très complexes. Ça va être des produits un peu plus grand public. Et je pense que c'est important également de soutenir cet entrepreneuriat-là. Un entrepreneuriat qui peut être de la nourriture, qui peut être de la boutique, qui peut être divers et variés, de l'ingénierie traditionnelle, plein de choses qui ne sont pas des choses auxquelles que je côtoie habituellement. Et donc moi, ça me fait plaisir aussi de voir d'autres types de projets et aider ces entrepreneurs qui ne sont pas les entrepreneurs que les VC ont l'habitude de côtoyer. Et bien justement, moi, ça me fait plaisir de les voir et de montrer que ces personnes-là aussi peuvent réussir et peuvent créer de la valeur. Et alors quand ils se présentent devant vous, ces entrepreneurs, qu'est-ce qui vous donne envie d'investir dedans? C'est quoi les critères de Jonathan Guelhoff pour investir dans les projets de Qui veut être mon associé? Comment on vous convainc? Alors ça, pour le coup, je ne transige pas mes habitudes d'investisseur. Je suis quand même un investisseur avant tout. Un investisseur est là pour gagner de l'argent. Donc, je suis là pour gagner de l'argent, je ne ferai pas de social en me disant je vais investir parce qu'il est sympathique. Non, j'investis pour gagner de l'argent, ça c'est normal. Maintenant, ce que je regarde le plus, c'est l'entrepreneur lui-même. Okay. Son parcours, son profil. Son parcours, son profil et son ambition. Okay. Sa vision. C'est-à-dire que ça m'est arrivé par le passé, et également là dans Qui veut être mon associé, je vous invite à regarder l'émission, de me dire... Est-ce que le projet, c'est vraiment le projet parfait? Est-ce qu'il a vraiment le meilleur projet devant lui? Peut-être pas, mais je crois très fort dans l'entrepreneur. Et donc, avant tout, moi, j'investis dans des entrepreneurs parce que je fais un peu miroir à ma propre histoire. Au début d'Aircall, honnêtement, j'avais rien pour réussir avec mes associés. On n'était pas des anciens des telcos, on n'était pas des anciens de la tech. On est arrivé un peu avec notre bagou et notre ambition et on a réussi à force de travail, à force de prendre des risques et de faire des choix stratégiques. Et aujourd'hui, en fait, un entrepreneur, pour moi, c'est ça. C'est avant tout une personne qui est face à moi, qui croit en son projet. Et s'il arrive à me convaincre, lui, il a fait 99% du travail pour que je puisse investir à ses côtés. Mais en 1 minute 30, je crois que c'est ça, c'est en 1 minute 30 qu'ils présentent leur projet. Alors, je ne sais pas s'il y a des changements cette année, on est preneur des changements et d'infos. Mais en 1 minute 30, est-ce que vous voyez directement les ambitions de la personne? Non, on a quand même, en effet, il pitch pendant 1 minute 30, 2 minutes. Ouais. Mais après, on lui pose une batterie de questions, et énormément de questions, on rentre vraiment dans le détail. Maintenant, évidemment, tout ne peut pas être montré à la télé parce que sinon, chaque entrepreneur durerait presque 1 heure, parce qu'en fait, on passe presque 1 heure avec les entrepreneurs. Donc, on se concentre sur les questions vraiment hyper importantes qui nous importent le plus, notamment sa vision, son chiffre d'affaires, ses prévisions de chiffre d'affaires, son équipe, à quoi elle ressemble, est-ce qu'il a déjà levé de l'argent, etc., etc., pour un petit peu situer l'entreprise. Et sachez qu'on a des carnets, et c'est marrant parce que moi, je me disais toujours, ils doivent rien écrire dans leur carnet. Non, vraiment. Vous écrivez vraiment? On écrit vraiment. Moi, j'écrivais entre 2 pages et 3 pages par projet qui est présenté. Et c'est hyper intense comme rythme, mais... on a eu des entrepreneurs vraiment brillants et moi j'ai été impressionné, surtout dans des trucs un peu plus traditionnels dans lesquels j'ai pas l'habitude d'investir, et ça m'a fait plaisir justement de sortir de mon quotidien. J'ai investi déjà dans plus de 40 startups et cette année j'en ai rajouté pas mal là avec Qui veut être mon associé. Et les tournages, c'est jusqu'à quand? Est-ce que ça s'est terminé ou pas, et quand est-ce que l'émission va être diffusée? Alors j'imagine que c'est l'édition de M6, mais... Alors ça je peux pas vous dire sur quand ça va être diffusé, hein, ça, Début 2026 a priori?
Je n'ai pas l'information en tout cas. Et les tournages sont en train de se terminer là. Sont en train de se terminer. Est-ce qu'il y a des coachs avec lesquels vous entendez mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des affinités? Est-ce que vous êtes plutôt team Bourbon, team l'archevêque, voilà, Kelly Massol? Honnêtement, en arrivant, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été accueilli hyper bien. Ils ont tous été super sympathiques avec moi et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour chacun d'entre eux individuellement parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps ensemble, on ne s'en rend pas compte, c'est des journées hyper longues. Ça commence à 7 h du matin, ça finit à 21 h. Ah oui. Ouais, c'est assez intense. Et on se parle beaucoup, on échange, on parle économie, on est triste. Mais non, j'ai pas de camp. Moi, j'ai le camp des entrepreneurs surtout, et de les soutenir et d'essayer de montrer à la France, parce qu'avant tout, une émission éducative, je trouve, et avant tout montrer à la France qu'en France, on crée des choses, on innove, et on peut créer beaucoup de valeur en créant des entreprises. Et donc, il y a des solutions autres que taxer les Français. Voilà, je remets un dernier petit pic parce que pour moi... C'est vrai qu'il y a le côté éducatif et ça, vraiment, on prend. Mais il y a aussi une compétition, finalement. Ces entrepreneurs, ils se font en compétition. Alors, est-ce qu'il y a des mauvais coups en coulisses? Ils vont se voler les notes? Je ne sais pas, moi, ce qu'on peut imaginer. Mais... Non, c'est vraiment bon enfant, pour le coup. En revanche, quand il y a un projet qui plaît, là, c'est... la guerre. Non, mais là, c'est la guerre. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé plusieurs fois, et je vous invite à regarder la saison parce que ça va être marrant, à être vraiment en bataille pour gagner mon projet. Et vraiment, alors là, il n'y a plus de pitié, quoi. C'est-à-dire qu'il s'envoie des cartouches dans la tête, pas possible, quitte à se critiquer sur sa personnalité, son boulot, son business, etc. C'était assez marrant, j'étais un peu choqué au début. Moi, j'essayais de rester un peu politiquement correct, comme à mon habitude. Et là, je suis un peu sorti de mes gonds, mais c'était vachement sympa parce qu'en fait, ce qui se passe en plateau, parfois, c'est assez violent, là, un passage en plateau, parce que ça peut vite monter. Et en fait, dès que tu sors du plateau, c'est le monde normal qui revient et ça va. Mais en tout cas, il faut se tirer dessus pour gagner les projets dans lesquels on croit. Vous êtes à la tête, juste une dernière question, vous êtes à la tête d'Anguesso Capital. Hein, Aguesso Capital. Aguesso, pardon. Capital, une foncière immobilière, donc vous achetez des immeubles, vous les rénovez, vous achetez aussi des hôtels. Aujourd'hui, avec notamment Qui veut être mon associé, est-ce que l'idée, Jonathan Guelov, c'est de vous adresser à des particuliers pour qu'ils puissent aussi investir avec vous dans vos projets immobiliers? Bah écoutez, avec Aguesso Capital, ça fait plus de 2 ans déjà que des particuliers peuvent investir avec nous, des particuliers, des institutionnels qui s'associent à nous pour faire les projets. Et là, justement, on va aller encore plus loin. On est en train de créer un projet, je ne peux pas encore l'annoncer, mais on va l'annoncer très prochainement, justement, où on veut démocratiser l'investissement dans l'immobilier. Et donc, je vais taper très fort dans les mois à venir parce que ça va être quelque chose d'assez unique, très gros dans le secteur. Un club deal? De toute façon, on fait déjà des club deals, mais en tout cas, on prépare quelque chose de très gros qui va permettre à des particuliers d'investir vraiment dans l'immobilier d'une manière assez différente, avec des rendements très différents de ce qu'on a pu voir dans les choses classiques comme les SCPI, etc. Et donc, c'est quelque chose que je garde un petit peu secret, même si beaucoup de gens commencent à s'y intéresser et j'essaye de garder un petit peu de mystère. Parce que c'est quelque chose dont je suis très fier et honnêtement, je remets les gants de boxe dans l'entrepreneuriat. Après 2 ans à gérer la foncière et à avoir beaucoup d'investisseurs, mais faire beaucoup d'hôtellerie, d'immobilier professionnel, là je relance une machine. Vous l'annoncerez évidemment sur Madines. Avec grand plaisir. Mais voilà, vous avez toujours envie, c'est bien. Jonathan Angueloff, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup de messages ont été passés. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci.